Bonjour à tous. Écoutez, heureux de vous accueillir, même si c'est un virtuel. On aurait tellement aimé vous recevoir en vrai, pouvoir partager, pouvoir échanger, comme on le fait depuis 15 ans. Mais la situation en a voulu autrement. Euh, c'est pas grave, il faut s'adapter, on est agile. Euh, on va se rattraper. Vous allez le voir tout à l'heure, parce que l'objectif de cette journée, en fait, c'est un peu de faire le point sur nos innovations, mais de les réfléchir ensemble. Ce qui était prévu, c'est, comme on le fait de temps en temps, vous recevoir ici, dans les différentes salles, créer des ateliers dans lesquels vous auriez contribué, répondu aux questions, travaillé, échangé. Euh, Comme on le fait, comme je l'ai dit, depuis 15 ans, parce qu'effectivement, 15 ans, jour pour jour, c'était la création de Prédict, pas très loin de là, à 200 mètres. Et je suis heureux de voir dans la liste des personnes inscrites des gens qui étaient déjà là il y a 15 ans. Alors, depuis 15 ans, on en a fait des choses, mais malheureusement, le contexte actuel nous montre que ce n'est pas fini et qu'on va continuer à en faire et qu'on va continuer à évoluer ensemble. Donc, cet après-midi, je vais vous présenter là, tout de suite un peu le programme de l'après-midi. Euh, on va avoir une première partie un peu introductive sur laquelle on va faire un peu le point sur l'actualité, notamment celui ou celle qui nous empêche d'être là en vrai, c'est-à-dire le Covid. On va revenir un peu sur la situation Covid et vous avez pu le voir. On en avait parlé il y a un an exactement, jour pour jour, lors de notre dernier Predictinov. On a travaillé sur cette relation climat-Covid qui, malheureusement, encore ces dernières semaines, se montre cohérente. Et donc, on va essayer de faire le point pour savoir ce qui s'est passé vers l'avenir. On va faire le point aussi sur ce qui s'est passé ces derniers temps, l'année dernière. On s'était dit, on s'était engagé, nous, Prédict, à dire, soyez nombreux à nous suivre sur les réseaux, à nous revoir sur YouTube Live et sur la chaîne YouTube. Et puis, autant que vous viendrez, on fera quelque chose, on plantera un arbre. Donc, on va voir un peu, on fera le point, même si, sans trahir de secret, on comptait vous y amener en physique cette fin de journée. Mais encore une fois, ce n'est que partie remise. Donc, on fera le point sur ce sujet-là. Et puis après, on passera dans des phases ateliers. Et effectivement, on a comment dire, des fondamentaux, on a des piliers à Prédict. C'est travailler au plus près des territoires avec les acteurs des territoires, les communes, les intercommunalités, l'ensemble des acteurs, pour préparer des documents de gestion de crise. On a des stratégies de communication pour savoir comment engager ces actions en temps voulu. On a des outils, des plateformes qui partagent cette information avec vous. Et donc, ça sera ça les trois thèmes. Comment continuer à travailler ensemble à la préparation de ces documents, comment améliorer nos stratégies de communication, et puis comment faire évoluer les plateformes. Et donc là, quelques petites surprises. Je ne sais pas si maintenant vous êtes des grands habitués des webinaires, des vidéoconférences. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des ateliers où vous contribuiez en ligne, vous répondiez à des sondages, vous répondiez à des questions. Mais sachez que voilà, préparez-vous. On a envie d'avoir votre avis, on aurait aimé la voix. On va s'adapter, on va vous poser des questions, vous aurez à répondre et on va tâcher de rendre le plus interactif possible cet échange cet après-midi. Et dans la dernière partie, on fera un peu le point sur les dernières avancées de nos projets dont vous avez parlé l'année dernière. Et puis on finira par quand même quelques surprises, puisque vous savez, quand vous venez ici pour les Predictinov, il y a toujours quelques surprises qui sont là. Et on terminera par ces surprises. Mais donc, pour aller rapidement dans le vif du sujet,
Comme je vous l'ai indiqué, on va commencer, alors promis, on n'en parlera plus ensuite, mais on va parler de cette terrible crise sanitaire qui touche notre monde entier depuis presque 2 ans. Et depuis presque 2 ans, effectivement, ici au sein de Predict, on essaie d'accompagner les communes avec, vous l'avez fiche d'action pour savoir comment gérer ce Covid à l'échelle des communes. Mais aussi, on essaie de mieux comprendre. Et là, on va retrouver Raphaël qui va nous faire un point de situation et nous expliquer un peu quelles sont les dernières actualités de ces réflexions entre climat et Covid. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Bonjour. En 2021, Predict a continué de mener des recherches sur les liens entre propagation de la Covid-19 et conditions climatiques. Pour rappel, on a montré qu'il y avait un domaine particulier de température et d'humidité pour lequel les gouttelettes et aérosols potentiellement porteurs de charges virales pouvaient rester plus longtemps dans l'air et ainsi contribuer à la propagation de la Covid. Pour quantifier ce domaine particulier, Predict a créé l'index Predict de transmissivité climatique de la Covid-19 appelé IPTCC. Ces recherches ont abouti au début de l'année 2021 à une publication dans la revue Médecine de catastrophe. La confirmation de cette étude est venue au mois de novembre avec une publication dans la prestigieuse revue Nature suite à des travaux menés avec l'OCNRS. Au cours de l'année 2021, Predict est resté en contact avec les autorités sanitaires, la Direction générale de la santé, le cabinet du ministère de la Santé, mais également l'Institut Pasteur pour suivre les vagues épidémiques en temps réel et surtout fournir les prévisions de l'IPTCC. Enfin, grande nouveauté et avancée de l'année 2021, Predict met à disposition dans l'application MyPredict les données de l'IPTCC en temps réel à l'échelle de la commune avec des consignes associées selon le niveau de risque. Merci Raphaël. De ces points, comme vous avez pu le voir, ce travail, depuis un peu plus d'un an, il a bougé. Raphaël l'évoquait, on est en lien étroit avec l'ensemble des autorités de santé françaises, hein, bien sûr, la Direction générale de la santé, Santé publique France, l'Institut Pasteur, les équipes de Météo France qui travaillent aussi en coordination avec toutes ces équipes. On des informations de manière régulière, on essaie d'anticiper, de suivre la situation. Et cette situation, on va la commenter et la voir en direct. Derrière moi, sur la courbe, on voit ce que Raphaël évoquait dans sa caméra, la situation depuis, on va dire, janvier 2020, hein, notre index avec le fameux la première vague, la descente lors de l'été 2020, la reprise l'année dernière au mois d'octobre, novembre avec la tempête Alex qui a fait repartir la courbe des cas et la courbe des hospitalisations. Un hiver où les conditions étaient très propices, où les niveaux sont restés hauts, et heureusement qu'il y avait le confinement, les découvreurs couvre-feu qui ont laissé un peu bas ces courbes-là. Et puis la sortie de la deuxième vague, troisième vague à l'été 2021, la courbe, le cas du variant Delta, et puis cette fameuse remontée actuelle de cinquième vague, avec une situation qui, au niveau des cas, est très importante, mais on le voit sur cette courbe où on a la courbe de vaccination et on sait que la France fait partie des pays européens les mieux placés en termes de vaccination, et on voit que cette protection vaccinale semble influencer la courbe des hospitalisations, et on va croiser les doigts pour que ça se confirme. Et même, je vais aller plus loin, on va croiser les doigts pour que notre corrélation commence à perdre de sa pertinence. Il faut savoir des fois espérer de ne plus avoir raison et que en fait la vaccination joue un rôle dans la courbe des hospitalisations. Mais cette courbe, on va en sortir une conclusion, on va dire, positive et une conclusion très pratique. On l'a vu en 2020, on l'a vu en 2021. Les choses semblent meilleures lorsque les conditions sont plus
moins propice à la propagation aérienne au mois de juin. Donc c'est la première décision de l'après-midi. On va se donner un rendez-vous physique en mois de juin et on ne va pas fêter nos 15 ans, on va fêter nos 15 ans et demi. Alors, on est encore à un âge où on peut fêter nos demi-années et on va se voir de vive voix, je dirais, et en physique au mois de juin. Et on verra tout à l'heure dans le reste de l'après-midi on va tester des choses, on va vous mettre à disposition des innovations. Ben, on va avoir 6 mois pour les traiter. Et puis, au mois de juin, quand les jours seront longs, quand on pourra profiter de l'extérieur, festoyer, rigoler ensemble, ben, on le fera au mois de juin. Donc ça, c'est le premier scoop de l'après-midi. Dorénavant, le Predictinov ne se passera plus en décembre, mais va se passer au mois de juin. Hein, et on fêtera la Saint-Jean, on fêtera la musique. Je ne sais pas encore la date exacte, mais tout ça, ça se fera dans des très bonnes conditions. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'on fera en juin, ben, c'est que, vous le savez, hein, on plante les arbres plutôt en ce moment à des périodes un peu compliquées. On espérait aller les planter avec vous, mais là, on ira voir comment ils ont pris d'ici du mois de juin. Mais du coup, comme on ne peut pas vous y amener en vrai, on va en virtuel vous amener sur ce projet que l'on a imaginé avec vous. Ben, je ne trahis pas de secret, je vous laisse voir le projet et on le commentera juste après. Bonjour, Pierre de Colbert, je suis un membre de la famille propriétaire du château de Flaugergues. J'ai comme mission ici d'animer la partie agricole, et ce depuis 20 ans. Donc, le château de Flaugergues, c'est un ensemble de patrimoine qui a été construit en 1696 dans l'esprit d'une folie montpelliéraine. Donc, avec un aménagement paysager assez conséquent, puisqu'il y a plus de 4 hectares de parc et une biodiversité conséquente, il y a plus de 1000 espèces de plantes. Et mon souci depuis que je suis en charge de l'exploitation agricole, ça a été de chercher par tous les moyens à entretenir, maintenir, développer la biodiversité. Ce qui m'a amené en 2018 à accueillir le projet de l'Oasis Citadine, qui est une ferme de permaculture en milieu urbain. Et avec leur concours, on a aussi pris conscience de l'intérêt de travailler sur ce qu'on appelle les bordures de nos parcelles, nos vignes. Et c'est pour cela qu'on s'est intéressé à l'agroforesterie. Et le fait d'implanter pour nous des arbres ou de retravailler sur la biodiversité existante pour chercher à la densifier a été tout naturel. Et actuellement, ce projet va nous permettre de continuer cette logique, cette dynamique où on n'a pas que des cultures dans un champ, on a aussi les abords de la culture. Et la biodiversité existe de façon conséquente dans ces haies. Et les plantations d'arbres, c'est une logique qui continue cette dynamique. Bonjour, donc je suis Maxime Pernel, de formation ingénieur agronome. Et en 2018, j'ai créé avec 3 copains donc la ferme urbaine collaborative d'Oasis Citadine. Ferme qui a pu se développer grâce au partenariat avec le château de Flaugergues qui nous met à disposition une parcelle de 8000 m² qu'aujourd'hui on peut utiliser pour la création de différents projets. Et parmi ces projets, la fin de cette année 2021 va être marquée par le commencement d'un gros projet pour le domaine de Flaugergues qui va être un projet d'agroforesterie dans la vigne et qui va s'étendre sur plusieurs hectares et dans lequel on va concevoir différents milieux d'intégration, de redonner la place de l'arbre dans le système agricole en association avec la vigne et puis la création de haies fruitières, mellifères et fourragères. Et notamment concernant ces haies, on a pu obtenir par le biais de Predict un financement des enfants et des arbres, de l'association des enfants et des arbres, dont l'objectif sera de créer et de planter ces haies avec la participation d'une école, qui est l'école Chengdu, donc à Port-Marianne. Et donc lors d'une journée dédiée à la plantation d'arbres, on accompagnera les enfants de cette école sur les plantations de ces arbres, en leur expliquant aussi le rôle de l'arbre aujourd'hui dans un système agricole et puis comme partenaire de la biodiversité. Oui, donc vous l'avez vu, ce projet, il n'est pas très loin du bureau, hein, on voit des fenêtres derrière, c'est le château de Flaugergues, c'est un site magnifique, hein, c'est un site
architecturales, mais aussi des jardins fabuleux. Puis pour certains, et j'en vois beaucoup derrière la caméra qui a pris ça, du très bon vin, des vignes qui sont vraiment aux portes de Montpellier. Et cette notion d'oasis urbain nous a paru intéressante. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Et donc là maintenant, on ne trahit pas de secret. Voilà où on voulait vous amener ce soir, hein, au château de Flaugergues, pour festoyer ensemble. Mais ce n'est que partie remise, on le fera en juin. Et les cours du château en juin seront là très agréables pour nous accueillir dans des soirées d'été. Pour info, la plantation aura lieu le 26 janvier. Donc pour ceux qui auraient envie aussi de venir avec nous pour ce moment important, pas de souci, ça sera avec plaisir. Et on l'avait dit l'année dernière, on l'a discuté cette année, en fait, tous les éléments qui sont sortis n'ont fait que confirmer ce choix. Alors, je sais que derrière les écrans, on a beaucoup de gens qui connaissent ça, mais cette année, plusieurs fois, à plusieurs occasions, j'ai voulu insister sur ces aspects. On travaille, nous, sur ce volet d'accompagnement à la gestion d'événements à risque. Il y a eu beaucoup de discussions avec le rapport du GIEC qui est sorti, avec la COP26, avec la sortie du rapport DRIAS par Météo France. On a encore beaucoup parlé ce week-end avec les tornades qui ont touché les États-Unis. Le président américain a évoqué le lien possible entre l'augmentation des phénomènes extrêmes et le changement climatique, le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, on est au cœur du sujet. Et même si ce n'est pas notre activité première, hein, nos collègues et partenaires de Météo France, eux, sont au cœur du sujet du changement climatique. Mais on se dit qu'aujourd'hui, une société, une entreprise citoyenne comme nous, qui travaillons sur ce sujet, qui manipulons de la data, qui confirme tous ces éléments, ne peut pas rester sans donner d'informations, sans partager des valeurs, des orientations. Et derrière moi, vous le voyez, c'est notre ami Thomas Pesquet qui a rejoint le plancher des vaches très récemment, mais pendant quelques mois, il tournait autour de notre tête, il nous a alimenté avec beaucoup de photos. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ces clichés que vous avez vus, c'est que, vous le voyez peut-être juste un peu, vous voyez, c'est très fin fil bleu au-dessus de la planète. En fait, c'est ça l'atmosphère. 10 km au-dessus de notre tête. 10 km hein, en voiture, c'est quoi? C'est 10 minutes, plus, peut-être un peu moins. Tout se passe dans ces 10 km. Alors, effectivement, les gaz à effet de serre, ça existe depuis toujours. Et de base, ce n'est pas un gaz dangereux. S'il n'existait pas, ces gaz à effet de serre, en fait, la vie n'existerait pas, hein, puisque c'est grâce à eux que, en fait, le principe, hein, c'est que les rayons solaires rentrent dans l'atmosphère, vont se réfléchir, et c'est ces gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, l'oxyde d'azote, qui va conserver cette chaleur. Le problème, ce n'est pas eux en tant que tels, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez sur cette courbe, parce que c'est un petit peu en blanc, depuis des centaines, des milliers d'années, on était resté à un niveau très bas avec quelques fluctuations. Et puis, depuis l'ère industrielle, on explose complètement les ratios. Et en fait, la problématique, ce n'est pas le gaz à effet de serre en lui-même, c'est le fait que notre action, l'action de nos parents, ont provoqué cet aspect-là. Alors, il faut être assez clair. Il n'y a plus de doute sur la responsabilité de l'homme en tant que tel dans ces événements-là. Les fluctuations que l'on connaissait variaient à des dizaines, des centaines de milliers d'années. Là, en quelques temps, on a fait exploser ce système. Alors, pour paraphraser quelqu'un, responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que nos parents, nous-mêmes, n'avions pas tous les éléments d'information pour savoir que ce qu'on faisait, c'était aussi important et ça allait avoir des conséquences aussi importantes. Donc aujourd'hui, et on le voit particulièrement sur l'étude DRIAS qui a été menée par nos collègues de Météo France. En fait, cette étude DRIAS, elle est extrêmement importante. Dans quel sens?
Elle est importante parce que, en fait, elle nous donne deux informations. Elle nous dit les scénarios qui ont tourné pour les années, les dizaines d'années, les centaines d'années à venir, montrent que, malheureusement, quoi que l'on fasse aujourd'hui, mais dans les 10 ans, 15 ans à venir, le tendanciel, il est parti et les gaz à effet de serre vont augmenter, donc les conséquences vont être là. Donc, ces conséquences, c'est plus de chaleur, plus de vagues de chaleur, plus de sécheresse, augmentation du niveau de la mer. Et le paradoxe, hein, c'est événements extrêmes, plus de chaleur et de sécheresse, mais aussi des événements extrêmes pluvieux plus importants. Donc, ils sont là. Première conséquence, il faut s'adapter. Mais la deuxième message qui apparaît dans cette étude, c'est que, vous voyez ces deux courbes, hein, les fameux scénarios du GIEC, il y en a un, on ne fait rien, on laisse filer, et là, on va vers des choses qui sont vraiment disruptives. C'est-à-dire qu'on va voir des choses qu'on n'aura pas imaginées. Et on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète qui va être compliquée à vivre. Alors que si on agit, on peut inverser la courbe et avoir quelque chose qui soit plus positif. Donc aujourd'hui, le discours, c'est il faut atténuer et adapter. Il faut s'adapter et atténuer. Pendant longtemps, les experts ont pensé qu'il ne fallait pas avoir ce double discours parce qu'on avait peur que si on s'adapte, on évite d'atténuer. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire les deux. Et je dirais, ce qu'il faut, alors je ne suis pas en campagne électorale, mais on sait qu'on va rentrer dans des campagnes à venir. Il faut qu'il y ait un message politique qui apparaisse. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire est énorme en termes de modification de nos façons de faire, etc. Et on ne peut le faire que si on a un projet mobilisateur et un projet positif. Il faut envoyer une promesse pour mobiliser les gens à travailler sur ce sujet. Il faut une promesse qui soit positive. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas punir. On ne fait pas avancer les gens en disant « ne fais plus ci, ne fais pas ça, ne mange pas ça ». Ce n'est pas une vie de nos jeunes qui doivent rentrer dans cette société. Il faut penser à eux. Essayons d'imaginer une promesse positive comme on a eu la chance, ou nos parents ont eu avoir la chance d'avoir un avenir heureux. Et c'est en ce sens-là hein, qu'on souhaiterait contribuer par le message, par la volonté, par notre raison d'être, par notre action au quotidien à travailler et à porter ce message. Alors, pour aller dans ce sens-là, l'année dernière, on l'a vu, on avait contribué par la plantation d'arbres, par votre présence. Aujourd'hui, vous avez dépassé déjà les 130 personnes en direct sur cette séance. L'année dernière, on sait que les visions de la chaîne YouTube aussi avaient fait grandement augmenter ce nombre-là. Sachez que chacun, quand vous participez cet après-midi à ce Predict Innov, on va pour vous investir, on le verra tout à l'heure avec notre projet Cosparing qui travaille sur l'océan Indien. On peut déjà observer les conséquences effectivement de ce dérèglement climatique, notamment vous avez pu voir ça sur les sécheresses le sud de Madagascar avec des problématiques très importantes pour les populations rurales sur le sujet. On a nos collègues, nos partenaires d'Aqua Valley, qui a un partenaire ONG qui a un projet d'alimentation en eau en citerne des populations rurales de Madagascar. Cette année, on a décidé qu'à travers ce Predict Innov, chaque personne qui, avec nous, intervient à ce Predict Innov contribuera à alimenter en eau potable les citernes, les enfants et les populations rurales du sud de Madagascar. Voilà, pour cette introduction, on a fait un petit peu le tour et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est rentrer dans le vif du sujet de cet après-midi avec ces ateliers hein, que l'on a prévus. Donc on a dit on en a 3 et on va commencer par l'introduction sur les ateliers, l'atelier qui concerne en fait le travail avec les territoires. Comment collaborer avec les territoires. Quand on dit territoire, vous savez, le concept de Predict, c'est le concept de on prépare des plans d'action,
Ensuite, on communique en temps réel et après, on fait du retour d'expérience. Donc, on va commencer par, on va travailler sur la préparation de ce plan d'action avec les fameux plans communaux de sauvegarde qu'on a travaillé. Donc, pour parler de ça, Sylvain m'a rejoint. On va peut-être élargir la caméra. Sylvain, alors, juste un petit aparté, mais non, pas d'aparté. En fait, je voulais vous montrer une photo de la création de Predict, mais quand j'ai vu les clichés où Sylvain était présent, et puis moi aussi, bon, on a dit non, tant pis, regardons vers le futur et ne remontons pas le temps en montant une photo de la création. Mais j'ai regardé à la fois les photos, à la fois les PowerPoint, et il y a déjà des choses qui restent très, très pertinentes. Et effectivement, déjà, il y a 15 ans, dans le concept de Predict, on disait il faut travailler avec les communes, il faut analyser les risques, les zones inondables, les enjeux, bâtir des actions. C'était le concept de PCS. Depuis 15 ans, on en a fait des choses, hein, Sylvain. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et encore ce week-end, on y reviendra tout à l'heure, avec tout ce qui s'est passé dans le Pays Basque, on se rend compte que ce concept, il a malheureusement encore des choses à vivre. Mais j'aimerais échanger avec toi pour savoir ce PCS, qu'est-ce que tu en penses, ces actions, ces territoires, ce qu'on a fait et surtout la suite. Comment tu vois la suite? Écoutez, bonjour à tous déjà. Effectivement, plusieurs générations de PCS se sont succédées depuis 15 ans. Des évolutions dans les livrets, des évolutions dans les cartes, qui ont été apportées au fil des échanges qu'on a eus avec vous, avec l'ensemble des utilisateurs de ces documents. D'autres documents sont apparus aussi pour les entreprises en continuité d'activité, pour des sites spécifiques qu'on appelle des POMS, donc qui permettent aujourd'hui de poser la sauvegarde et la gestion de crise pour l'ensemble de ces sites-là. Et puis, il y a aussi des choses qui ont moins évolué, qui ont trait aux méthodologies de conception, à la méthode de réalisation, et qui laissent toujours la place à l'échange, qui laissent toujours la place à la co-construction de ces documents-là, avec de l'agilité, avec de la réactivité, avec tout ce qui fait qu'on arrive à réaliser ces supports adaptés véritablement à la gestion de crise et à vos spécificités sur le territoire. Dans l'atelier, ce que nous allons voir, c'est effectivement donc, les innovations et les évolutions qui sont apportées au plan communal de sauvegarde. Ça sera à l'échelle communale. Nous enchaînerons ensuite avec l'échelle intercommunale. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, et notamment, je crois qu'il y a des gens du SMART qui sont avec nous, à cette occasion, on a beaucoup échangé avec eux. On voit que depuis pas mal de temps, il y a un besoin des collectivités, et notamment avec l'explosion des outils numériques, sur effectivement ce PCS numérique. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le PCS de demain, il est numérique ou pas? Pour nous, effectivement, c'est la grande tendance, et c'est ce qu'on va voir à travers la première vidéo qui va être commentée par Romain. Mais effectivement, on a là très probablement le PCS de demain et les fonctionnalités interactives et digitales, numériques, entre le papier d'un côté qui est nécessaire et puis l'interactivité du numérique aussi derrière. Donc effectivement, c'est probablement... Mais on va voir ça, on va demander justement à Romain effectivement de nous présenter ça. Bonjour. En ayant intégré vos demandes, nous avons travaillé tout au long de l'année 2021 sur un plan communal de sauvegarde nouvelle génération. Les éléments qui le composent restent les mêmes. Vous y retrouvez le livret opérationnel, le document d'information communale sur les risques majeurs et la carte d'action opérationnelle. Et nous l'avons conçu pour permettre un usage encore plus rapide et plus intuitif de cet outil qui est utilisé en gestion de crise. Nous avons construit une partie de ce nouveau plan communal de sauvegarde avec l'ensemble des acteurs de la gestion de crise. Préfecture, intercommunalité, syndicats de bassin.
Les retours d'expérience des événements majeurs ayant eu lieu ces dernières années ont nourri les échanges et ont permis d'aboutir à des supports opérationnels et connectés, répondant à la sauvegarde des territoires d'aujourd'hui et de demain. Nous avons fait appel à une facilitatrice graphique dont le travail a été de vulgariser des concepts de sauvegarde parfois complexes pour permettre une meilleure appropriation par vos équipes. Nous avons accentué la digitalisation par l'intégration de QR codes qui permettent, par exemple, d'accéder plus facilement depuis un smartphone ou une tablette à des consignes pour activer vos plans communaux de sauvegarde. Ce travail engagé à l'échelle communale sera poursuivi avec votre appui à l'échelle intercommunale. Pour cela, nous restons à votre écoute et avons besoin de vos suggestions et retours d'expérience. Très bien. Romain nous a partagé et a fait découvrir à tout le monde en fait l'évolution des choses à venir. Je ne sais pas quel commentaire ça t'évoque. Tu peux éventuellement évoquer quelques sujets. Et puis après, je demande aux équipes en régie. Je crois qu'il y a peut-être Claude Cancino qui est parmi nous. Et donc après, on donnera la parole à Claude pour qu'il évoque le sujet. Le sujet, effectivement, on a vu à travers la présentation de Romain toutes les évolutions qui sont portées dans ce document-là et qui portent le document, j'allais dire, véritablement pour les prochaines années. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui amène de l'opérationnalité, qui amène de l'appropriation aussi dans le document, parce que un PCS doit être approprié, un PCS doit être opérationnel, et toutes les évolutions qui sont faites ont pour objectif ces deux aspects-là, et vraiment quelque chose qui se positionne dans la durée. Mais on va, si c'est possible, essayer d'avoir Claude Cancino pour qu'il nous parle de ce sujet. Si Claude, tu es avec nous, oui, je te vois ta vidéo, donc ça marche. Bonjour. Je te laisse parler. Bonjour Claude. Bonjour Alix, bonjour Sylvain. Dommage pour la photo, j'aurais aimé la voir parce que le SMART est parmi vous depuis le départ. Et donc les PCS également, on les a construits avec vous, avec les premières versions au SMART. Et ils ont fait leur chemin, leur temps. Et quand on a décidé de relancer une nouvelle version, les PCS 2.0 sur le département, moi ce que j'ai apprécié avec vous, c'est l'écoute que vous avez eue par rapport à nos attentes. Comme le disait Sylvain, on a bâti d'abord ces PCS 2.0 avec l'écoute des partenaires et on a travaillé 4 à 6 mois avec les partenaires de la gestion de crise pour bâtir ces fiches doctrines qui ont construit ce nouveau PCS et que Romain vous a présenté là pour avoir une cohérence globale sur le département. Après également, c'est votre adaptation sur les PCS avec un outil complet, rapide d'accès, et ça c'est au quotidien qu'on le voit aujourd'hui. Les élus ils sont contents de pouvoir avoir cette carte où il y a une vision globale de l'action à mener en gestion de crise. C'est fortement apprécié. Comme tu le disais Alix, on tend vers le numérique. Ça on y tendra, même si on gardera toujours le papier. Et on sait que même ces documents-là vont évaluer, même on parle maintenant du PCS 3.0, parce qu'on pense déjà à de nouvelles choses avec les communes avec qui on travaille aujourd'hui. Donc vous menez 134 PCS sur le département. Tous les acteurs sont ravis et puis merci à vous de votre collaboration et l'adaptation au territoire, aux communes. Et puis j'espère qu'on travaillera sur les PICS demain ensemble. Voilà. Claude, parfait aussi pour la transition, hein, parce qu'effectivement, j'allais y venir. On travaille beaucoup avec les communes, mais ça t'a pas échappé, Sylvain va y revenir. Il y a une loi qui vient de passer tout récemment à l'Assemblée et au Sénat, qui est la fameuse loi Matras. Et on le dit, adaptabilité, agilité. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de nos interlocuteurs sont des intercommunalités. Et aujourd'hui, à travers la loi, ces intercommunalités prennent des positions importantes. Et comme tu le dis, PCS 2.0, 3.0,
PICS 2.0, Sylvain. PCS et X, Y. Mais effectivement, il y a 15 ans, tu l'évoquais en introduction, il y a 15 ans, les premiers PCS réalisés correspondaient, ont coïncidé en tout cas avec la loi de modernisation de la sécurité civile. On était au mois d'août 2004. Et aujourd'hui, donc il y a quelques jours plus précisément, le 25 novembre de cette année, publication de la loi Matras, donc qui rend obligatoire la réalisation de plans intercommunaux de sauvegarde pour les EPCI dont au moins une des communes est sous l'obligation de réaliser des plans communaux, un plan communal de sauvegarde. Et à la fois par rapport à cette loi et puis par rapport aux évolutions réglementaires de ces dernières années, je pense à la loi NOTRe, je pense à la loi MAPTAM, effectivement, les EPCI prennent de plus en plus de compétences, de responsabilités, et quelque part sont engagés dans la gestion de crise, dans la gestion de la situation sur leur territoire. Oui, je crois que, en fait, on va rentrer dans le détail. Je crois qu'il y a des gens de Cannes, de Pays de Lérins, il me semble avoir entreperçu Yannick dans les participants. Ce sujet du plan intercommunal, mais on n'a pas attendu la loi pour y travailler dessus, on y travaille. Peut-être tu peux nous dire en 2 mots, nous présenter en 2 mots et en te levant ce qu'on a déjà commencé à faire et à réfléchir. Et puis pendant que Sylvain est en train de nous présenter ça, on va faire allez, le premier test. Et justement, pendant que Sylvain est en train de va nous présenter un peu cet interco et puis qu'on va échanger, j'aurais envie de tester la première interactivité de cet après-midi en vous posant une question. C'est effectivement, on a vu l'importance que prend petit à petit et de manière assez conséquente maintenant les intercommunalités dans cette gestion des territoires, de cette gestion de crise, etc. Et j'ai envie de vous poser une question ouverte, celle-là, ce premier. C'est les uns et les autres, que vous soyez interco, que vous soyez commune ou que vous soyez des acteurs extérieurs. Il y a beaucoup de nos collègues assureurs, de nos collègues scientifiques. C'est quel rôle, question ouverte, hein, en une phrase, et on va maintenant, nous, tester ça, essayer de récupérer ça. Je crois que Seb, qui est en régie, va vous partager la question. C'est qu'est-ce que vous attendez de l'intercommunalité sur la gestion des risques à les territoires, hein. Et donc on va rentrer dans ce sondage ouvert et vous allez y répondre avec une phrase. On va tester ça. Alors soyez, on va dire, avec nous assez gentils. C'est une première. Vous le savez, on aime bien innover avec vous, hein, donc on va vous demander de ne pas trop être dur si le système ne fonctionne pas trop bien, mais testons ça. Qu'est-ce que vous attendez? Et vous avez la question et vous pouvez répondre par une petite phrase et on va tester pour voir la réactivité. Mais pendant ce temps, je donne la parole à Sylvain pour qu'il continue à nous présenter déjà les premiers pas, hein, que l'on mène sur ces actions envers les intercommunalités. En effet, Alix, avec ici un premier essai qui date d'il y a quelque temps, où après l'identification de l'ensemble des compétences de l'EPCI, donc la CACPL à Cannes ici, on a pu effectivement récolter la totalité des enjeux que vous voyez ici sur la carte. Donc tous les enjeux qui sont ici sont effectivement des enjeux sous responsabilité, sous compétence communautaire de l'EPCI. Et à travers les différentes réunions qu'on a pu réaliser avec les membres de l'équipe communautaire, affecter les actions de sauvegarde à mettre en œuvre sur les différents enjeux qui sont positionnés ici sur la carte et qui renvoient aux compétences de gestion des déchets, qui renvoient aux compétences de transport scolaire, de transport urbain ou interurbain, qui renvoient en gros à la totalité des compétences de l'EPCI sur ce territoire-là, les chantiers, etc., etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'adapter nos supports
et nos méthodologies de conception à ces territoires qui dépassent l'aspect communal. Super. Alors, j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est que donc, effectivement, on a commencé à travailler là-dessus et on va poursuivre. Et deux, c'est que ben, le fameux questionnaire fonctionne bien. Donc, ça y est, ça crépite sur les prompteurs et on a vos remontées qui se font en direct. Alors, sachez que elles vont être utilisées. Ça fait partie d'une démarche de ce qu'on appelle. Alors, on est comme M. Jourdain, on faisait de l'agile sans le savoir, mais du coup, on a un peu formalisé ça. Et pour aider à notre prose, on a mis au point un certain nombre de méthodes. Et donc, en méthode agile, on fait ce qu'on appelle des sprints. Et donc, on a décidé aujourd'hui de lancer un sprint sur le sujet avec une arrivée qui sera au mois de juin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce sprint, on va commencer déjà à prendre vos retours. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais mutualisation des moyens pour sauvegarder des personnes, génie civil, support administratif pour les sinistrés, soutien logistique et personnel, mutualisation des infos avant la crise et des aides après la crise, partage et mutualisation des moyens d'action. Ces remarques sont... Enfin, c'est pertinent, mais c'est pas étonnant, hein, mais c'est vraiment, on est vraiment au cœur du sujet. Je suis très très heureux de l'outil, de l'échange, parce qu'on se rend compte que même si on ne peut pas physiquement être autour d'une table et bâtir ça ensemble, ben, on a quand même arrivé à faire des choses. Mais on va continuer et on va se lancer un sprint, on va synthétiser tout ça et on va essayer de travailler avec les nombreuses intercos qui sont présentes aujourd'hui avec les différentes communes pour mettre en action ça. Et pour aller dans ce même sens, coordination, allez, je m'arrête sur coordination. Pour bien se coordonner, il faut partager de la donnée. Il faut faire une gestion coordonnée de la sauvegarde. Exactement. Et qu'est-ce que... Une gestion collaborative. Collaborative de la sauvegarde. Des actions de sauvegarde. Ouais. Et c'est quoi en fait? Ben, c'est ce que va nous montrer Gauthier à présent. L'idée qu'il y a derrière, c'est que ben, le plan qui est là devient dynamique, interactif et peut être mis à jour en temps réel en fonction des actions qui sont réalisées. Bon, mais allez, Gauthier, parle-nous de GECOS, en fait. Voilà. Le plan d'action est l'élément essentiel dans le recensement des enjeux, des vulnérabilités et des actions de sauvegarde pour la sécurisation des personnes et des biens. Aujourd'hui, nous avons souhaité aller plus loin en lui donnant la possibilité à ce plan d'action d'évoluer en temps réel pour recenser les actions réalisées par les équipes d'intervention. Il s'agit de la fonctionnalité GECOS, gestion collaborative des opérations de sauvegarde. Comme vous le voyez sur votre écran, la commune a la possibilité de visualiser le niveau communal de sauvegarde en temps réel et de renseigner les différentes actions qu'elle a réalisées. Comme vous le voyez ici, la mise en place du centre technique municipal, la mise en sécurité des habitations route d'Urbidéao ou la mise en sécurité des thermes de Cambo. La commune a également la possibilité de recenser des photos, comme le niveau des cours d'eau. En plus de cette fonctionnalité cartographique, la commune peut également renseigner la main courante sous format écrit. La nouveauté apportée ici, c'est que les structures intercommunales pourront désormais, dans les tout prochains jours, utiliser cette fonctionnalité adaptée à leurs besoins propres. Elles pourront donc renseigner le nom d'un événement, et venir à la manière des communes renseigner leurs différentes actions d'intervention. Les pictogrammes et les actions seront évidemment adaptés à leurs besoins propres, comme le recensement des ouvrages, des bassins comme ici présenté sur votre écran, le bassin de Balcoigne, ainsi que l'action de sauvegarde qui est adaptée.
Le GECOS intercommunal pourra également être doté d'une main courante textuelle pour saisir les informations globales relatives à la gestion de l'événement. À la manière du GECOS communal, il pourra bien évidemment être archivé. Cette main courante donc pourra être archivée et pourra alimenter l'ensemble des analyses post-crise réalisées sur le secteur impacté. Oui, on l'a vu et du coup, tiens, ça me fait penser à quelque chose, mais je le répéterai en retard. Savoir que ce Predictinov là, que vous êtes en train de vivre, voilà, on l'a préparé ces derniers jours. Puis les équipes, elles l'ont préparé, mais en parallèle, quand même, il y avait de nombreux yeux et de nombreuses mobilisations sur le Pays Basque, il faut penser, devaient venir témoigner tout cet après-midi aussi Caroline Viotto, qui est la responsable technique de la communauté d'agglomération du Pays Basque, là, les 150 communes du Pays Basque avec lesquelles on intervient sur l'élaboration des PSS et l'outil de la décision. Et vous l'avez vu, Gauthier vous a montré dans le film, c'était du live de samedi. C'était un peu un sujet de complexité supplémentaire. Cette gestion d'événements, mais tout s'est bien passé et on a aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'habitude et du caractère très, très opérationnel des communes du Languedoc, des communes du Sud-Est, mais aussi dans le Pays Basque, on a des gens qui ont été là tout ce week-end super mobilisés pour mettre en sécurité, anticiper toutes les actions et partager ces actions des communes. Ils sont très, très utilisateurs et fervents, que ce soit du GECOS communal, du partage d'infos. Toutes les équipes qui étaient derrière les écrans là, tout le week-end, on avait des remontées terrain avec des messages. On va continuer comment, Sylvain? Il y a un nouveau sprint à venir? Alors, pour moi, déjà, effectivement, le GECOS, la fonctionnalité que vous avez vue, c'est un petit peu la sauvegarde de demain. Et puis, sur l'aspect GECOS supracommunal que tu évoques, la mise en service va intervenir là dans quelques jours. L'ensemble des usagers supracommunaux pourront effectivement utiliser dans le wiki opérationnel prochainement cette fonctionnalité. Oui, utiliser, tester. Et on le dit, on va faire ce test, et d'ici le mois de juin, des échanges, et puis voilà, rendez-vous en juin pour les 15 ans et demi, et puis on va faire des retours et faire tout ce travail de récupération. Alors bien sûr, si vous avez des besoins particuliers sur tous ces nouveaux outils, bien sûr, il y a quelques supports, il y a quelques tutos qui vont permettre. Alors déjà, je le dis là, je le répéterai après, sachez que toute cette séance de Predictinov va basculer sur la chaîne YouTube dès ce soir et pourra être revisionnée et par morceaux. Donc vous pouvez revenir sur les différentes petites présentations et notamment ce qu'a présenté Gauthier pour expliquer le fonctionnement. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on reste à votre disposition. Je crois que il y a des gens qui posent des questions. Je crois que la mairie de Carsan demande s'il y a un support, mais vous le savez, on va échanger, on va vous rappeler pour vous accompagner dans cette prise en main. Mais je crois que ce sujet, en fait, à la fois de l'intercommunalité, du rôle de l'intercommunauté, on voit que c'est un sujet qui est très, très, très qui interroge les gens, sur lequel il y a du besoin, il y a de l'envie. Et ça nous semblait important encore de faire partir, de faire intervenir des gens pour ouvrir le débat. Effectivement, intercommunalité, rôle de l'intercommunalité, genre de l'outil, les plans d'action et puis les stratégies de com. On va aller à 3M et je crois que Nils est avec nous. Nils, si tu nous entends, tu peux prendre la main. On va te donner la parole et l'image pour que effectivement tu évoques avec nous justement ces sujets-là et je pense que comme nous, je pense que tu as dû voir quelques remontées en fait des différents échanges. J'aimerais partager avec toi ces éléments de discussion. Est-ce que vous m'entendez?
Ouais, c'est très, très bien. Nice, vas-y, je te donne la parole. Bon, Super. Allez, j'apparais aussi un peu à l'écran quand même, pour plus de convivialité. Bonjour à tous. Bon, je vais faire une petite intervention assez rapide pour pas monopoliser trop de temps sur le Predictinum. Mais effectivement, tout d'abord, merci Alix pour toute cette introduction et pour ces présentations. En ce qui concerne la métropole de Montpellier, effectivement, nous portons le service Prédict auprès de nos 31 communes. D'où c'était important aussi de préciser dans ta question collective que ce qui est important, c'est de mutualiser certes les moyens, mais aussi les services, hein. Vous êtes bien un service indispensable, hein. Si j'aurais dû d'ailleurs récupérer quelques phrases lors de nos visites communales annuelles avec ton équipe, parce que à chaque fois que l'on intervient dans les municipalités, on va dire qu'ils ont du mal maintenant à se passer d'un accompagnement des prévisionnistes. Donc ça, c'est quand même la clé de votre succès, hein. J'aimerais aussi pouvoir intégrer un élément qu'on n'entend pas souvent, ou alors on entend souvent des synonymes, mais je crois qu'on devance avec vous les événements, hein. Et quand on devance les événements, on a effectivement cette capacité, en tout cas nous, collectivités, à pouvoir mieux anticiper, notamment sur de la mobilisation de moyens, mobilisation de moyens humains et matériels. Et ça, c'est, j'allais dire, le nerf de la guerre, hein, surtout quand on se retrouve dans des contextes territoriels comme le nôtre, en bordure de Méditerranée, où malheureusement, des fois, on a des phénomènes qui sont parfois très, très compliqués à prévoir. Et je dois avouer que depuis quelque temps, et c'est assez récent d'ailleurs, au sein de la métropole de Montpellier, il y a eu tout un travail qui a été mené avec tes équipes, mais aussi avec les équipes de la métropole, sur le fait déjà de pouvoir obtenir sur votre espace Wikipédia Predict, on va dire des superviseurs à l'échelle de nos pôles territoriaux, puisque nous, la métropole, on est décomposé en différents secteurs, hein, en pôles. Et effectivement, nos chefs de pôle ont la possibilité désormais d'avoir une visibilité sur leur territoire, de savoir quand est-ce que vous passez d'un niveau à un autre les communes. Et ça, c'est quand même une plus-value importante et c'est nouveau. On a pu le tester sur les 3 derniers mois et on a déjà des retours très positifs, hein, sur nos chefs de pôle qui nous disent effectivement le fait déjà de recevoir les alertes, mais visuellement de voir quelles sont les communes concernées par ces différents niveaux. C'est assez, on va dire, on rentre dans de plus en plus dans de l'opérationnalité. Et ça, le côté opérationnel, nous, c'est quelque chose d'indispensable. Donc effectivement, quand tu parles d'agilité, de souplesse, le travail que nous menons depuis quelques années avec vous, c'est limite du travail de dentelle, hein, que nous sommes en train d'effectuer, hein. Parce que nous, en tant que PCI, on a des besoins assez particuliers, spécifiques, liés forcément à la configuration de notre territoire. Des fois, c'est pas forcément très évident, hein, de travailler et de vraiment trouver la meilleure solution. Mais je trouve que jusqu'à présent, on a particulièrement bien travaillé. Et je pense que cela se manifeste par des critiques très positives de la part déjà des services de la métropole, mais aussi des remontées de la part des communes. Voilà. Donc écoute, je sais pas si tu attends merci beaucoup. d'autres choses de ma Ouais, part, non, non, mais non, voilà, je crois que j'ai tout dit. c'est parfait. Merci beaucoup, Neil. C'est effectivement, les choses sont partagées. C'est-à-dire que de notre côté, les équipes qui travaillent avec vous apprécient énormément ces retours, apprécient aussi la façon dont on a la capacité à construire ensemble, à adapter, à laisser chacun dans son rôle. Et c'est effectivement ce travail qui est extrêmement important. Et je te remercie aussi parce que tu me permets de faire en fait une liaison avec le deuxième atelier. Hein, en fait, on l'a vu en premier, c'est préparer les plans d'action, voir comment on prépare ces plans d'action avec une commune et une interco. Le tout, c'est qu'on a des plans. Le tout, c'est il faut savoir les engager au bon moment. Et donc, pour cela, c'est aussi un des grands piliers de Prédic, c'est travailler en fait les stratégies de com
et faire un travail en vigie pour savoir un peu comment les équipes se mettent en place, etc. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'atelier, ce que je demandais, c'est je vais demander à Guillaume, en vigie, de montrer un peu l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous êtes au téléphone et vous êtes derrière les plateformes pour suivre la situation. Mais de l'autre côté, comme l'a présenté Niels, il y a des équipes qui sont là, qui échangent, qui font tout un tas de choses. Et tu as ouvert des portes, on y reviendra tout à l'heure avec Guillaume, sur certains éléments d'anticipation. Comment on peut arriver à faire en sorte que l'on devance les événements, anticiper, être en avance des événements. On va commencer à donner quelques éléments d'explication. Bonjour à tous, bienvenue dans la Vigie, qui est cette salle de surveillance à partir de laquelle on suit toute la France métropolitaine. Donc sur les différents écrans qui sont derrière moi, on va retrouver l'ensemble de nos outils qui nous permettent de faire à la fois l'expertise hydrométéorologique de tous les événements météo à risque et également qui nous permettent de faire la transmission des avertissements à destination de nos différents usagers, notamment les collectivités. Donc sur toute la partie gauche de l'écran central, on va retrouver toutes les données d'observation satellitaire notamment, qui nous permettent de suivre les masses nuageuses. Sur l'écran central du haut, on va retrouver le suivi des impacts de foudre qui nous est donné par une autre filiale de Météo France qui s'appelle Météo Orage. Et ensuite, tous les autres outils sont issus des données radar, donc de l'observation des précipitations par les différents réseaux de radars de Météo France. Ça, ce sont des données que l'on récupère, que l'on traite et que l'on analyse en temps réel pour nous permettre de détecter les situations de risque, notamment hydro, en analysant la pluviométrie, notamment sur les bassins versants. Et ensuite, sur les outils que l'on va retrouver sur les écrans latéraux et sur l'ensemble des écrans ici de chaque opérateur, ça va être les outils de communication, de diffusion des avertissements. Et ces outils-là vont surtout nous être utiles pour croiser les données de vulnérabilité des territoires avec les différents risques en cours et décider des différents avertissements à transmettre, les SMS, les mails et l'ensemble des avertissements, les notifications que vous recevez. L'outil clé de notre diagnostic des risques est cet outil qui s'appelle Predict Observer, qui nous permet de croiser les données des précipitations et les données aussi d'observation des cours d'eau avec les éléments de vulnérabilité des territoires. Alors, l'illustration que l'on a ici, c'est le dernier événement majeur que l'on a suivi ici en Vigie, qui sont les inondations en fait, du 14 septembre dernier entre Nîmes et Montpellier, où on voit qu'on a eu une grande zone de cumul de précipitations à plus de 300 mm, c'est la zone violette, qui a concerné les bassins versants du Rhôny et d'une partie du bassin du Vistre et tous les affluents que l'on a du secteur de l'Avonage. Et donc cet outil va nous permettre de suivre à la fois donc, les précipitations au kilomètre carré et également de pouvoir croiser ces précipitations et suivre la vulnérabilité des territoires pour pouvoir décider des territoires à avertir et des communes à sensibiliser. Donc si on zoome un petit peu dans la carte, on va voir apparaître tous les pictogrammes et les enjeux des plans communaux de sauvegarde de chacune des communes du secteur. Donc avec les différentes actions à réaliser, les différents enjeux sensibles, quartiers, routes à barrer, établissements scolaires, etc. Et donc ce croisement entre vulnérabilité des territoires et aléas hydrométéorologiques va être la clé des avertissements que l'on va transmettre ensuite avec un autre outil qui s'appelle Wikipredict et que vous connaissez, qui est l'outil de partage de toute notre expertise. On a vu avec Guillaume effectivement l'intérieur du moteur, l'autre côté du miroir, l'intérieur de la vigie. Je crois que pour certains, vous les avez visités. A priori, en principe, quand vous les avez visités, c'est que c'était par temps calme, parce qu'en temps perturbé, vous êtes de l'autre côté du miroir. Mais voilà, c'est là où les jours et les nuits se passent par les équipes, et encore, comme je le disais, tout ce week-end. On voit à travers ce qui vient d'être dit, notamment par Niels, et expliqué par Guillaume, tout l'intérêt de ce protocole de communication qu'on a mis au point, cette fameuse roue progressive. On va en parler tout à l'heure un peu plus loin encore avec Guillaume. Mais avant d'en parler, je vais demander à Lucille, effectivement, de faire un zoom. Je sais que tous, vous êtes très familiers avec ça. Ouais, Lucille, fais-nous un zoom, un peu une explication de ce niveau communal de sauvegarde, de manière après, et on verra après tout à l'heure, on rentrera dans des phases de questions-réponses, et là on va travailler sur des questions-réponses
rapide. Comme expliqué, les informations transmises via nos outils sont issues de notre connaissance de la vulnérabilité des territoires et de la surveillance des phénomènes assurée en continu par notre équipe. L'objectif, vous transmettre la bonne information au bon moment. Complémentaire de celle diffusée par les services de l'État, l'information transmise est claire, graduée, anticipée et finement localisée pour vous apporter une aide à la décision opérationnelle et personnalisée, vous permettant d'adapter et d'engager les actions de sauvegarde nécessaires sur votre territoire. À cet effet, en cas d'événement, les informations transmises par mail, SMS, notifications, web, appels téléphoniques vous sont communiquées graduellement selon le risque diagnostiqué, mais aussi selon le niveau de réponse opérationnelle attendu pour pouvoir y faire face. Les messages transmis évoluent donc selon l'ampleur du phénomène, en tenant compte de sa nature, de sa dynamique, de son intensité, mais aussi du niveau d'exposition du territoire concerné. Différents niveaux de sauvegarde peuvent ainsi vous être conseillés successivement selon la situation. Ces niveaux sont exprimés à travers une graduation de couleurs, mais aussi une sémantique de mobilisation progressive. L'activation du premier niveau de sauvegarde consiste en une invitation à la vigilance, principalement basée sur des données de prévision, dont les incertitudes doivent être prises en compte. L'activation des niveaux supérieurs, mobilisation, sécurisation maximale et post-crise, repose quant à elle sur des données d'observation en temps réel et d'expertise engagées par notre équipe. Oui, on a vu avec Lucie en fait, effectivement ce concept de progressivité, de transmission. Ce qu'on essaie de faire, c'est de transmettre des niveaux d'attitude. Guillaume nous a rejoint, et il a même eu le temps de changer de chemise. Voilà. très bien. Donc Guillaume, je pense que c'est bien d'essayer d'expliquer pourquoi en fait on est rentré dans cette progressivité et qu'est-ce qui nous a poussé un peu à faire ça. Bien sûr. Donc, ce principe de progressivité, il est là parce qu'on considère que c'est ça qui est le plus efficace pour amener les territoires à être préparés à faire face à une situation de crise et à gérer cette situation de crise au mieux pendant les phénomènes. Alors, comment est-ce qu'on déploie cette progressivité? D'abord, on travaille sur des niveaux qui sont anticipés, basés sur de la prévision, comme on l'a vu juste avant. Oui. Donc, le tout premier niveau, Lucille en a parlé, basé sur la prévision, la vigilance. On cherche à anticiper, à mettre les équipes en veille, en quelque sorte. Et à partir du moment où les phénomènes commencent à s'observer, à être détectés, là, on va commencer à avertir de façon plus directe avec des conseils, de l'attitude, du comportement, des conseils qui sont directement en corrélation, qui font écho avec tout ce qui a été tracé, comme l'a montré Sylvain, dans les PCS. Ouais. Alors tiens, je vais t'arrêter, on va continuer à parler, mais on va profiter de ces échanges, on va tester, on va vous poser une question, parce que on a un sentiment, on a un ressenti, on a des retours, de vos retours en direct, mais on voudrait essayer de faire quelque chose de quantitatif. Est-ce que, et Sébastien va vous poser la question, en fait, comment vous percevez cette notion de graduation, ce choix que l'on a fait dans le protocole de communication et d'être gradué, de partir, comme l'a indiqué Guillaume, comme l'a expliqué Lucille, de la prévision, soyez vigilants, il peut se passer des choses, commencez à vous mobiliser. Cette notion de progressivité, comment vous la percevez? Seb, si tu peux lancer le questionnaire, et puis pendant qu'on continue à échanger avec Guillaume, vous pouvez répondre aux questions, mais là on fait un super sprint, allez, on se donne 30 secondes, 1 minute pour avoir une réponse aux questions. Désolé Guillaume, vas-y. Non, voilà, donc l'idée vraiment est de venir en continuité avec tout ce qui se passe dans les territoires au niveau des PCS. Sylvain a parlé des plans communaux de sauvegarde, on a parlé aussi des plans de continuité d'activité dans les entreprises. Nos avertissements, il faut qu'ils soient déclenchés par anticipation, il faut qu'ils puissent permettre d'avoir un coup d'avance, comme l'a dit Nix, mais il faut aussi qu'ils correspondent à toute la stratégie d'action locale. Voilà, et c'est comme ça qu'on essaie de travailler depuis toujours. La corrélation entre l'avertissement, l'expertise qui est en amont de cet avertissement, et transformer cette expertise en un conseil qui puisse permettre d'engager des actions de sauvegarde, des actions de mise en sécurité des territoires et des différents usagers avec lesquels on travaille. Ouais. Non, tu l'as dit, et ça depuis 15 ans qu'on existe, et je profite de l'occasion, puisque si on existe aussi, c'est avec une collaboration avec nos collègues de Météo France.
on a toujours cherché à être complémentaires. Aujourd'hui, la vigilance a une pertinence, elle est à une échelle départementale, et notre travail, il est d'être complémentaire de ce qui existe, d'apporter une valeur ajoutée sans la perturber, sans être troublant, sans créer de la confusion. Et c'est vraiment ça qui nous importe, et on va continuer à le faire parce qu'on le sait, les choses évoluent. On travaille aussi, on ne pourrait pas faire notre boulot correctement sans le travail de Vigicru, donc du CHAPI, des services de prévision de crues, à travers lesquels on fait du suivi. Et ça, c'est important pour nous de continuer à rester à ce sens-là. Et il y a une des questions qui se pose, et on va la poser, mais avant, résultat de sondage, je ne sais pas si tout le monde le partage, je ne sais pas si c'est en visuel, Sébastien va le partager. Il y a 89% qui expriment que la notion de progressivité est tout à fait pertinente, 10% plutôt pertinent. J'ai peur qu'on soit un peu soviétique là sur le sujet, mais bon, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Alors, l'autre question qui est un peu plus compliquée, parce qu'on a ces retours, on a ces questions qui se posent, et on a fait déjà plusieurs échanges de manière un peu informelle avec les uns et les autres. Cette progressivité, on l'a attachée à des codes couleurs. En orange, rouge, violet, comme on nous a montré. Comme on nous a montré, voilà. Pourquoi? Parce que c'est des codes couleurs qui sont assez associés à un niveau de gravité. Donc, voilà. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça aide, ces codes couleurs? Est-ce que c'est confusant? Est-ce que ça apporte de la confusion? On sait que le feu de circulation, il est aussi vert, orange, rouge. Et les gens ne disent pas il est rouge, il va y avoir une catastrophe. Donc, mais c'est ça. Alors, on va tester, Seb, si maintenant que tu maîtrises bien, et là maintenant ça y est, je vois que les sondages fonctionnent bien. On va vous poser une question, pareil, à répondre très rapidement. Vous allez cliquer. Est-ce que pour vous, ces codes couleurs, ça vous va plutôt, ça vous semble adéquat avec vos éléments de prise de décision, ou est-ce que ça vous génère, vous l'utilisez de manière régulière, est-ce que ça vous génère de la confusion par rapport à d'autres trucs, vigilance départementale ou autre? Je ne sais pas si ça y est, tu as posé la question, Seb? Ok, très bien. Bon, ça marche. Parfait. Très bien. Mais alors, Guillaume, dans ce sens-là, pendant que les gens commencent à répondre sur ce sujet, donc on a ces aspects-là. Quels sont pour toi les éléments qui sont ouverts à la discussion pour la suite, en fait? Alors, vis-à-vis de ces couleurs... Les couleurs et le reste, c'est-à-dire que là, on a un concept de communication qui semble être approprié. On a une réponse sur les couleurs qui consiste à dire que 90% c'est plutôt adapté et 8%, voilà, donc on va en rester là. Donc maintenant, il faut aller plus loin, quoi. Les gens sont, mais voilà. Donc qu'est-ce que tu as sous le coude? Sous le coude. Donc on a vu que tout ce protocole de communication par anticipation progressif qu'on a vu avant, il se déclenche très proche de l'événement. C'est une analyse rapprochée à 24 heures. Tu as parlé de la vigilance, a pris une temporalité similaire, sauf qu'évidemment, nous, on continue à progresser vers les territoires en local. Donc, ce qu'on a cherché à faire ces derniers temps, et souvent d'ailleurs par l'intermédiaire de besoins exprimés par nos usagers, c'est d'avoir plus d'anticipation. Et donc, un des travaux là, sur lequel on a travaillé récemment, c'est d'essayer de mettre au point un protocole de communication qui permettrait à nos usagers, à vous tous, d'avoir des indications précises qui vous seraient transmises avant les phénomènes pour arriver à évaluer un petit peu mieux la menace qu'il pourrait y avoir sur un territoire avec différents niveaux de risques identifiés. Et cela à peu près à J-3, parce qu'on considère que c'est à partir de là que les données de prévision sont suffisamment fiables pour pouvoir partager une analyse qui commence à avoir une certaine vérité. Voilà. Ouais. Donc cette idée-là, on l'a mis dans une réflexion, et je crois qu'on a nos deux collègues qui
qui ont quelques idées, quelque chose à nous montrer. D'accord. Mais on va aller les rejoindre, mais je crois que c'est effectivement important, et je crois que Nice l'a dit, j'ai bien aimé, hein, grâce à tous ces échanges, ce service, on devance les phénomènes. L'idée, c'est de les devancer encore plus, parce que, encore plus, on parlait tout à l'heure d'interco, pour une interco, se mobiliser, savoir il va se passer des choses le week-end, etc. Il faut avoir une vision anticipée, effectivement. Comment avoir une vision encore plus anticipée? Eh bien, Seb, on va aller voir avec nos collègues Nico et Greg, et derrière caché, il y a Jean-Mi aussi, qui n'était pas loin. Bonjour, le bulletin d'anticipation des risques est un document réalisé par nos équipes qui permet, comme son nom l'indique, d'anticiper les phénomènes à risque sur la France métropolitaine jusqu'à 72 heures. Oui, effectivement, c'est un document qui a pour vocation d'identifier les risques à l'échelle communale en prenant en compte la vulnérabilité sur chaque territoire. Pour cela, nous travaillons avec 3 niveaux de risque, le niveau modéré, fort et majeur, qui permettent d'évaluer les impacts possibles sur un territoire. Oui Grégoire, vous êtes sûrement au courant qu'un épisode pluvieux durable a touché le sud-ouest du pays la semaine dernière. Justement, cet événement a fait l'objet d'un bulletin d'anticipation des risques qui a été envoyé à nos usagers en milieu de semaine dernière pour anticiper les crues et inondations, notamment sur le Pays Basque, où nous avions identifié un risque fort d'inondation, comme vous pouvez le voir sur le document. Mais il faut savoir que ce document est utilisé pour différents risques. Pour information, sachez que ce document est en train de se décliner à l'international, où l'anticipation des risques sera faite à l'échelle continentale. Vous voyez, on ne s'ennuie pas à Prédict, il y a toujours des choses qui sont en train de se préparer dans des petits bureaux, puis on va continuer. Hein. Et ça, alors, Guillaume, c'est pour bientôt, pour tout le monde, parce que je sais que dans la salle, j'en connais qui disent, c'est pas une nouveauté parce qu'ils en profitaient, mais... Voilà, donc c'est quelque chose que l'on a partagé déjà depuis quelques temps et qu'on a consolidé avec nos partenaires assureurs, voilà, qui ont un besoin très fort d'anticipation, clairement. Et ce BAR, donc vous l'avez compris, c'est un acronyme là, concret qui s'appellera BAR, BAR. On l'a déjà testé. Bulletin d'avertissement sur les risques. Hein, voilà. C'est pas un bar comme on ira. Voilà. Voilà, c'est pas un bar pour l'apéro, même si. Voilà, mais c'est un bulletin d'anticipation des risques et donc on l'a déjà conçu aussi de façon très localisée pour des intercommunalités avec lesquelles on travaille, le secteur de Toulon et donc Montpellier. Nils en a parlé, c'est depuis quelques semaines. Et donc l'idée là maintenant que nous avons et qu'on vous propose à tous, c'est de le publier à partir des prochains événements qui pourraient impacter le territoire national, de les partager dans les espaces Wikiprédict pour qu'ils soient consultables directement par tous, pour y retrouver tous les éléments que nos collègues viennent de vous présenter. Oui, parce que je le dis et je profite de l'occasion, je crois qu'il y a des gens qui sont présents là, pour vraiment envoyer un grand merci aux équipes de Météo France qui travaillent. Hein. Souvent, c'est vrai que c'est une blague un peu facile, où un peu partout, tout le monde se moque de la prévision météo. Nous, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est derrière cette prévision, cette observation météo. On voit tout le travail qu'il réalise et on voit toute la qualité, la pertinence de ce qui nous est mis à disposition, que ce soit en termes de prévision, que ce soit en termes d'observation. Et on le voit, ça continue à progresser. Et l'idée, c'est de voir comment on peut sortir de tous ces progrès encore plus de choses pour vous envoyer vers du service. Alors ça, on a vu le bar, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui pourraient venir agrémenter ces messages d'information en temps réel? Alors, une des nouveautés que l'on cherche à mettre en place, c'est qu'on cherche à renforcer autant que possible le lien entre les messages envoyés, les avertissements transmis, et ce qui se passe au niveau des territoires en termes de sauvegarde. Et donc, le lien qui est important, c'est qu'à partir du message reçu, on puisse tout de suite avoir sous les yeux les actions qui doivent être engagées, qui soient consultables dans la partie mobile, notamment du Wikiprédict, dans lequel on a les PCS. Donc, ce qu'on a introduit récemment, et on le voit un petit peu à l'arrière, là, c'est à partir du moment où les collègues en vigie transmettent les messages, on tape les messages comme on le voit sur l'écran derrière, on saisit nos expertises, on décide d'envoyer des SMS, des mails, de compléter par des appels téléphoniques. Maintenant, automatiquement, dans les SMS qui sont reçus, voilà, sur les smartphones, on reçoit la notification, le pop-up là dans les avertissements, on ouvre un lien et on va pouvoir directement, depuis le message reçu,
avoir une ouverture automatique de Wikipredict et qui va se zoomer automatiquement vers le territoire concerné, le territoire qui vous concerne. Dans l'occurrence, c'était Dax hier où on a eu encore la crue de l'Adour qui était à des niveaux importants. Donc, un lien direct entre message transmis, sauvegarde du territoire local. Très bien. Je crois que ça va permettre encore plus de donner de l'interactivité entre les messages, les consignes, la situation en temps réel, les plans d'action numériques. Hein, c'est ce qu'on essaie de faire, de trouver tout ça. Mais allez, ça marche bien comment dire, ce message de sondage et d'avis. Moi, j'ai envie de savoir si on sait que il y a 15 ans, quand on a commencé à travailler à la création, ces outils-là, ils n'existaient pas. Et depuis, on a vu qu'on a dû s'adapter. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des tas de nouvelles réflexions, des outils de com, il y a du WhatsApp, il y a d'autres éléments, il y a les fameux SMS géolocalisés, il y a le cell broadcast, il y a tout un tas de choses qui apparaissent. Vous avez tous peut-être des expériences ou des choses qui vous tiennent à cœur. J'aimerais avoir votre avis pour savoir quel va être, à votre avis, l'outil de communication le futur et quels sont les éléments si on est en train, nous, de travailler pour réfléchir à tout ça. On a quelques idées, vous le voyez, mais c'est l'occasion un peu d'avoir des échanges. En fait, Seb, tu poses la question, une question ouverte. Quel est, à votre avis, en fait, quel est l'outil ou quels sont les outils qui vous semblent pertinents dans l'avenir pour que l'on utilise pour vous transmettre ça? Et question ouverte, comme ça, on va capter ça. Hein, et je pense qu'à travers ça, on va continuer à bosser. Il y a des perspectives. Ces liens, c'est pour... c'est déjà actif pour les collectivités. Voilà, on va la jouer, on va l'élargir. Voilà, on va l'élargir pour les intercommunalités, pour l'ensemble de nos... Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne quelques mois aussi pour tester ça, pour avoir le retour. Et puis, à ce moment-là, en juin, quand on se revoit, je le répète, on fait le retour d'expérience sur ce sujet et puis on poursuit. Alors, ce travail, on va dire, les choses sont bien faites. Hein. Il y a une liaison. On envoie un SMS, on crée un lien et ça va ouvrir une plateforme. Et bien, c'est comme ça que maintenant, on va partir sur la troisième partie de l'atelier qui concerne les plateformes, en fait. Hein. Alors, je parle à des anciens qui sont présents avec nous, qui étaient là à la création. Depuis toujours, on a essayé un peu d'être innovant sur ces plateformes. Alors, la première des choses, il y en a peut-être qui s'en rappellent encore, c'est la fameuse webconf. Vous saviez, on avait un lien, il y avait une webconf, et nous, à la main, on faisait des copies de nos écrans qu'on vous partageait, on écrivait avec des flèches. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui disaient, c'était bien, avant, quand vous nous mettiez les flèches, on voyait le sens d'orientation. Bon, depuis, vous n'avez plus en temps réel avec les animations, vous avez les cumuls. Il y a eu quand même pas mal de choses de faites, mais on était parti de ces fameuses webconf pour faire ça. Et donc, on continue et on a toujours cherché à vous faciliter les choses. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir avec ces plateformes. Et pour ça, on va voir avec Julien, qui pilote tout le pôle géomatique, qui va vous faire un peu une présentation effectivement de ce qu'est le wiki, et il va nous accompagner, on va dire nous commenter le Wikipredict actuel pour voir un peu ce qu'il y a. Comme ça vous fait une séance de révision, et puis après on rentrera dans les détails de l'échange. En effet, depuis votre espace Wikipredict, vous pouvez visualiser les pluies en temps réel, visualiser les cumuls de pluie, suivre le niveau des cours d'eau, avoir des remontées d'infos en temps réel, avoir accès à votre niveau communal de sauvegarde, avoir accès aux inforisques et aux webcams,
pouvoir ouvrir une main courante collaborative GECOS, avoir le lien vers les sites institutionnels, avoir accès aux consignes de sécurité à diffuser à la population, pouvoir témoigner de l'activation de votre dispositif communal, pouvoir réaliser votre PCS, vos cartes d'action et votre DICRIM, avoir accès aux messages de veille quotidiens, avoir accès à l'historique des informations prédictes, avoir accès également aux rapports d'événements passés, aux consignes spécifiques liées à la pandémie, et avoir accès évidemment à la gestion de vos contacts et de vos accès. Très bien. Merci Julien pour cette présentation. Je crois que beaucoup de gens connaissaient, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel et puis on rentrera dans le détail. Alors, simplement pour revenir sur la question, encore une fois, c'est fabuleux et je remercie notre gentil collègue, en fait, je crois le reconnaître déjà, qui nous a proposé le pigeon voyageur pour envoyer du message. J'ai une idée derrière la tête pour savoir, même si c'est RGPD, hein, donc attention, tout ça est anonyme, mais j'ai une petite idée et je ne manquerai pas prochainement d'échanger avec lui sur cette nouvelle technologie. Alors, pour parler de ça et pour nous parler justement de ces plateformes, on a vu ce qu'il y avait dans le détail, etc. Mais on voulait, il y avait quelqu'un qui nous semblait important parce que, comme je le disais, il a suivi depuis la création, effectivement, la webconf et toutes les évolutions d'outils. Il travaille dans une commune qui est, on va dire, bien placée aussi pour suivre tout ça. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, donc je crois qu'il nous a enregistré une petite vidéo et je vais demander donc à Florent Poteau effectivement d'échanger avec nous sur présenter la façon dont il utilise les outils. Bonjour à tous. La mairie de Lunel a été un des premiers clients de la société Predict en 2005. Elle a pu bénéficier du Wikipredict très vite et ça lui a permis, pour différents événements liés aux inondations, que ce soit du Vidourle ou liés aux précipitations locales, ça lui a permis de limiter les conséquences, d'intervenir de manière anticipée et vraiment de pouvoir être très réactif sur le terrain avec ces différents services. Au fil des années, donc, on a vu évoluer l'interface Wikipredict avec de nouveaux menus qu'on a pu utiliser, comme par exemple la gestion d'un tableau de bord pour la crise, ou encore des liens qui sont très intéressants vers Vigicru ou vers Météo France. On a aussi vu plus récemment la possibilité d'avoir un rappel concernant la gestion d'une pandémie, et on peut même retrouver parfois d'anciens événements sur le site. Donc voilà, pour la ville de Lunel et pour les communes autour qui sont adhérentes, c'est vraiment un outil indispensable pour la bonne gestion d'une crise liée aux intempéries et pour éviter que parfois les choses deviennent encore plus catastrophiques qu'elles ne peuvent l'être. Merci Florent. Je profite de l'occasion, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vivement juin et qu'on puisse échanger de vive voix. Et maintenant, on va faire le point avec Julien. Merci Julien, c'était clair la présentation. Pour info, nous sommes toujours plus de 150 à suivre en direct ce suivi. Julien, on a vu la plateforme telle qu'on a. On a vu qu'on a des modes de sondage qui fonctionnent bien. On veut faire évoluer cette plateforme. Je suis sûr qu'il y a des questions que tu te poses. Oui, tout à fait. Ce qui est important pour nous, bonjour à tous, c'est de bien comprendre votre manière d'utiliser finalement l'espace Wikipredict. Donc il y a des questions qui nous viennent tout de suite en tête. La première, moi, qui me vient en tête, c'est dans quel contexte finalement vous utilisez majoritairement l'espace Wikipredict? Est-ce que c'est plutôt pendant les événements à risque, donc vraiment en période de gestion de crise, ou alors plutôt en temps froid, hors événements météorologiques compliqués, pardon, ou alors les deux. On peut très bien imaginer un double emploi de cet espace. Donc là, c'est la première question comme ça qui me vient. Donc, allez, c'est bon, on la lance, cette question. Ouais. C'est la première question. Alors, parce que de la réponse, ça va t'apporter quoi en fait? Ça va nous permettre de commencer à réfléchir, on l'a déjà fait, à une adaptabilité de cette plateforme. Ouais. De voir
comment on peut faire coller l'espace wiki au plus près de votre utilisation, qui va pouvoir être différente finalement, en fonction de si vous êtes commune, intercommunalité, où vous êtes situé géographiquement. Toutes ces questions-là se posent. Et aujourd'hui, l'adaptabilité de la plateforme est un vrai sujet. Oui, mais pour cette adaptabilité, il y a à quel moment ils s'en servent, mais quand ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils y recherchent, non? Exactement. La deuxième question qui vient tout de suite en tête, c'est lorsque vous vous connectez sur l'espace wiki, finalement, quelle est l'information que vous allez rechercher en priorité? Est-ce que c'est plutôt une information qui est liée à l'événement prévu ou en cours? Est-ce que c'est une information sur vos éléments de sauvegarde, plan communal de sauvegarde, d'ICRIM? Est-ce que ça va être des informations sur les événements passés, sur les contacts qui sont destinataires de nos avertissements, ou un choix multiple, plusieurs aussi informations qui vont pouvoir vous intéresser? Bon, c'est la deuxième question qui nous vient en tête. Voilà. Allez, ben on lance la deuxième question, en sachant qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, on avait commencé par de la webconférence. Après, on a dit que c'est des ordinateurs les gens vont tester ça sur les ordinateurs. Et puis après, on a eu une époque appli. Hein, il y a eu une application. Après, on est revenu en arrière des applications parce qu'on s'est dit c'est mieux d'avoir de l'adaptatif, du responsive. Et je profite de l'occasion, mais j'y reviendrai tout à l'heure, hein, vous allez voir pourquoi. En fait, aujourd'hui, si on arrive à travailler, c'est toutes les équipes de Predict que vous voyez, mais à côté des équipes de Predict, derrière, hein, qui sont cachées, il y a les équipes de quelqu'un à qui je veux dire merci, des équipes à qui je veux dire merci. C'est les équipes des fameux poissons solubles, hein, vous les connaissez, on peut pas oublier leur nom. Et c'est eux qui vous dites ça serait bien que ça se passe. Après, c'est bon, mais on pourrait le faire comme ça. Et nous, on leur envoie, on fait une réunion, on leur dit bon, mais faites-nous un truc qui fait ci, qui fait ça. Et puis après, ils développent, ils mettent en œuvre, on teste et on le met à disposition. Ils sont super agiles, ils fonctionnent bien, ils répondent à vos besoins. Et je veux les associer à cet après-midi. Les équipes de poissons, en fait, tu les as régulièrement en ligne, mais c'est quelque chose qui est très très bien. Alors sur la première question, effectivement, on se rend compte que il y a des gens. La réponse est complexe. Hein, pendant l'événement à risque, 38%, hors période 5%, et les deux 57%. Donc effectivement, on va traiter ça. Sur la deuxième question, qui est sur qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, voilà, là c'est prévu un cours 60%, c'est le temps réel, et P16 ICRIM 20%, 15%. Une fois qu'on a ça, on voit que c'est très divers. C'est ça. Il faudrait peut-être qu'on s'adapte, non? Oui, tout à fait. Là, l'hétérogénéité des réponses nous montre qu'il y a un besoin d'adaptabilité, clairement. Donc, il y a une troisième question qui me vient tout de suite en tête. Ouais. Est-ce que pour vous, une plateforme wiki qui va s'adapter à votre besoin d'infos au moment où vous vous y connectez, c'est quelque chose qui vous paraît être un atout, finalement, dans votre gestion de crise à l'échelle globale? Allez, on rêve, on a un truc, et puis il y a des boutons, voilà, et on dit... allez, on pose la question. Peut-être ils ne veulent pas. On attend, il faut parler parce que là, ils réfléchissent, ça, c'est pas... Tu comprends? Non, cette question, elle est clairement pas anodine. On disait qu'il y avait des débuts de réflexion. Ouais. C'est déjà des éléments, des remarques qui nous ont été faites, des suggestions d'amélioration. Donc, il y a un premier travail qui a été fait sur ces sujets-là. Donc, allez, on va voir. Je ne sais pas si Seb on a les premiers éléments. Ouais, bon, ok. Bon, je crois que 97%. Allez, hop, on va être agile. Hop. Allez, hop, on est agile. Hop. Allez, on peut imaginer, je sais pas, c'est un genre un wiki qui soit expert. Comment tu le... Moi, j'imagine bien un wiki. Alors, on l'a vu, le wiki aujourd'hui, il est très riche. Vous avez plein de fonctionnalités, plein d'infos. Des fois trop. Des fois trop, en fonction du moment où vous en servez. Donc, ce qui serait peut-être intéressant comme premier niveau d'adaptabilité, finalement, c'est d'essayer d'épurer un petit peu et de rendre
présente juste les informations qui sont essentielles. D'accord. Voilà, les informations un petit peu natives. Ouais, dès qu'on est sur l'événement, qu'on veut voir l'événement, on veut voir l'essentiel, les plus, etc. Et après, quand on veut aller plus loin, on est expert et on travaille. Exactement. Ah ben écoute, présente-nous si tu veux. C'est parti. Ce qui est parti. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc votre Wikipredict actuel mute légèrement pour devenir le Wikipredict Expert. L'idée étant de réorganiser sur le menu de gauche en avant, pendant et après la crise les fonctionnalités qui étaient déjà présentes et de mettre en avant certaines fonctionnalités un petit peu cachées auparavant, notamment l'aspect renseignement des contacts que vous pourrez gérer directement depuis le menu, les informations sur les risques attendus via votre tableau de bord et la mise en avant également de la possibilité de partager une info en temps réel directement depuis votre espace wiki. Et on centralise toutes vos archives et vos documents sous un seul et même bouton. Voilà pour ce menu de gauche qui mute légèrement. Sur la partie droite de l'écran, une petite nouveauté qui va apparaître également dans cette version expert est la possibilité d'afficher les pictos de votre PCS directement sur la carte live pour que vous puissiez les croiser avec les pluies notamment. Également, c'était déjà le cas, les différents fonds de cartes, toutes les couches cartographiques que vous pouvez afficher ou désafficher, la possibilité d'animer les pluies en temps réel et la possibilité de témoigner de l'activation de votre dispositif communal en cochant la case dédiée. Également dans cette version expert remaniée, donc l'accès direct à vos favoris sur le bandeau du haut. Et la grosse nouveauté est de pouvoir switcher en un mode beaucoup plus épuré qui est le wiki essentiel, qui vous permet d'avoir accès en fait à des fonctionnalités qui sont natives, notamment l'animation des pluies, l'accès évidemment à une cartographie temps réel avec les informations essentielles et notamment les info-risques, et un menu qui se veut lui aussi épuré et simplifié pour accéder à vos contacts, mais également aux informations sur les risques qui sont attendus, et enfin à certains documents, notamment vos documents PCS, l'historique des messages qui sont envoyés par Predict et les rapports d'événements. Bon, vous avez vu, il est super agile. Hein. Là, je crois qu'on a battu tous les records. Bon, on vous a posé la question, voilà, et on a fait développer, c'est très rapide. Alors, il n'y a qu'un seul truc, c'est que j'avais dit, bon, mais très bien, cadeau de Noël, pour Noël, on le dépose dans tous vos espaces sous le sapin. Il m'a dit, non, on va attendre plutôt les étrennes ou la galette. Donc, mais tout début d'année, en fait, ben, vous aurez ces deux options et vous aurez un bouton à cliquer, essentiel, expert, et vous allez basculer d'une plateforme sur l'autre et en fonction de vos besoins, effectivement, vous aurez une ergonomie particulière, très simple et efficace, ou une ergonomie un peu plus complexe qui vous permettra d'être un peu plus expert sur le sujet. Alors, ce travail-là sur les plateformes, hein, c'est qu'une partie de l'iceberg, mais derrière, on continue de la R&D. Vous le savez, avec nos collègues d'IGEO qui sont présents cet après-midi, on travaille sur le Predict Analyzer, le Predict Observer, qui est un outil encore plus expert, encore plus complexe pour des usages très spécifiques. Et on a des grandes collectivités, les gens de Cannes sont là, je crois qu'il y a des gens du pôle SAFE également qui sont là. On a travaillé avec eux sur un gros projet de R&D qui a démarré tout récemment, qui s'appelle le projet Puma, Puma X, hein, qui a été financé dans le grand projet de R&D du gouvernement français, et sur lequel on travaille sur une plateforme multi-risque avec beaucoup de partenaires, dans lequel on peut intégrer pour les grosses collectivités les caméras vidéo, des systèmes d'appel en masse, tout un tas de systèmes qui sont beaucoup plus complexes et qui vont au-delà du système expert. Donc voilà. Donc on est à cette phase-là et voilà, début d'année, c'est encore une nouveauté avec la mise en place des barres. Vous aurez aussi ces deux ergonomies
de vos plateformes. Alors, j'ai en face de mes yeux là, toutes les horloges qui tournent. Hein, ce qu'on s'était fixé comme objectif avant 17 heures s'approche, donc on va accélérer et on va dire, allez, on rentre dans le bouquet final, et dans ce bouquet final, il y a un certain nombre de choses que je voulais vous présenter. Et la première des choses que je voulais faire, c'est revenir avec vous pour prendre des nouvelles de ces projets dont on a parlé déjà l'année dernière, parce que c'est des projets qui se situent sur du pluriannuel, et certaines concernent notamment l'international. Hein. Donc on va commencer avec Guillaume pour prendre des nouvelles de ce fameux projet Cosparine. Bon, il va nous en parler pour vous rappeler ce que c'est, mais on était encore hier en conférence avec l'Agence spatiale européenne pour faire le point d'avancement. Bonjour, le projet Cosparine, donc contribution du spatial à l'analyse du risque inondation, porté par Predict Service et soutenu par l'ESA et le CNES, a pour objectif, pour rappel, d'améliorer la gestion des risques naturels et la résilience à travers le monde. Aujourd'hui, le projet a bien avancé depuis la dernière fois, puisque ça fait maintenant plus d'1 an que le projet est en phase opérationnelle sur l'ensemble de l'océan Indien. On a mis à contribution et mis à disposition des espaces avec les données qui sont issues du projet Cosparine. Pour rappel, dans le projet Cosparine, on a 2 axes principaux. D'une part, sur la partie donc, estimation des précipitations en temps réel, où avec les équipes de Météo France, on a pu aboutir en 2021 à des données de plus en plus performantes, notamment du fait qu'elles arrivent à identifier de nombreux événements de manière très pertinente, comme ce fut le cas par exemple fin août à La Réunion, où on peut le voir ici, on a eu des fortes précipitations sur le sud de l'île qui ont généré des ruissellements très importants. Autre événement également significatif, sur le nord-est des États-Unis, à la suite du passage de l'ouragan Aida, qui s'est transformé en dépression tropicale, qui a généré des inondations très importantes sur la région de New York et de Philadelphie. Également, autre événement sur les Philippines, mais également sur les États-Unis, où on a eu un orage très stationnaire sur l'Alabama, qui a généré encore une fois des cumuls très importants. D'autre part, sur la partie estimation de la vulnérabilité, à travers l'estimation des zones inondables, on a travaillé avec le CRMA encore une fois en 2021 pour améliorer les différentes données. Et on a testé avec différents modèles numériques de terrain, puisque ça base sur un modèle hydrogéomorphologique, donc sur le relief, pour tester la pertinence de ces différents modèles. On a pu aboutir donc encore une fois à des données très pertinentes. On le voit ici sur un exemple sur Madagascar. On voit les données existantes qui représentent les gros pixels et la donnée Cosparine qui est beaucoup plus fine. Ici avec l'utilisation du SRTM30, donc qui est gratuit sur le monde, et avec des données Airbus du WorldM qui permettent d'affiner encore le zonage inondation. Donc ces données sont mises à disposition dans des outils opérationnels afin de visualiser en temps réel l'estimation des précipitations, mais également les zones inondables, afin de pouvoir améliorer en temps réel la gestion de crise, mais également la résilience dans le monde. Merci Guillaume. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois ce projet, parce qu'effectivement, il y a 3-4 ans, quand on a commencé à travailler de manière concrète sur l'élaboration de ce projet, 2018, c'est hier, quand on a partagé avec les équipes, et je crois que Sylvain Lemoyle est dans la salle là, depuis Lannion, du Centre météorologie spatiale de Météo France, ou avec Frédéric depuis le CEREMA à Aix, quand on a imaginé que en prenant des données depuis l'espace, on puisse aller mesurer les pluies sur l'ensemble du globe. Vous le voyez derrière moi. Ce que vous voyez derrière moi, c'est du temps réel. Guillaume, il va faire tourner le globe, et vous, ce que vous voyez derrière, c'est ce qui se passe partout sur la planète en ce moment. On a les pluies partout dans le monde grâce à ces satellites. Il y a 9 satellites géostationnaires, 2 satellites polaires, et en temps réel, on va chercher leurs données, on calibre ça. C'est quelque chose qui est énorme. On n'a pas encore totalement pris la mesure de ce qu'on allait pouvoir en faire.
Mais pareil sur les zones inondables, sortir des modèles numériques de terrain, des zones potentiellement inondables, c'est un premier niveau. Après, il faut affiner, il faut rentrer en détail, il faut modéliser, mais déjà, ça apporte beaucoup. Et c'est un outil, c'est des outils qui vont nous permettre déjà de capitaliser de l'information, savoir où sont les événements extrêmes, etc. On va enrichir une base de données. Ça, c'était un premier projet. Et ces données, d'ailleurs, sont dans un deuxième projet sur lequel l'année dernière, on avait fait intervenir nos collègues de Rabat. C'était Ashraf qui était présent. Je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un de ses collègues. Et on va prendre des nouvelles en fait, de l'avancement du projet, enfin prendre des nouvelles. Moi, j'en ai parce qu'on s'en est occupé récemment, mais ça, je vous le dis tout après ce qui se passe. Romain, peux-tu nous faire le point sur le projet? Bonjour à tous. Où en sommes-nous sur le projet Vigirisque? Eh bien, écoutez, le projet avance bien. Nous vous avons laissé l'année dernière avec cette photo du nouveau bâtiment qui va accueillir la salle. Eh bien, écoutez, désormais, cette salle est prête. Nous avons appuyé l'équipe du ministère de l'Intérieur pour l'agencement matériel et infrastructurel de la salle et également sur la mise en place du dispositif organisationnel et de la chaîne de transmission. Au niveau des zones pilotes, le travail se poursuit également. Nous avons rencontré l'ensemble des acteurs et des autorités provinciales pour déployer leurs salles dédiées et pour également construire avec eux les cartes d'action qui serviront à l'ensemble des acteurs pour l'expertise des inondations et mener les actions de sauvegarde. Tout le travail mené va être compilé dans une toute nouvelle plateforme Vigirisque qui va s'appuyer sur l'ossature de notre Wikipredict et qui va accueillir l'ensemble des données que nous avons pu récolter auprès des différents acteurs marocains. On retrouve par exemple les stations de la Direction générale de la météo qui vont s'afficher en temps réel. On retrouve également les stations hydrologiques des agences de bassin qui vont apporter des informations sur les périmètres des zones pilotes et sur l'ensemble du bassin. Nous retrouvons bien sûr le cumul Cosperine que vous avez présenté Guillaume et qui a été mis à disposition sur la plateforme avec les différents cumuls. La logique bien sûr des niveaux de sécurité prédicts adaptés aux communes marocaines et toutes les données de connaissance de la vulnérabilité avec les zones inondables que nous avons compilées à l'échelle nationale qui seront complétées par les différents enjeux que nous avons travaillés avec les autorités provinciales. Donc, quelle est la suite désormais? Eh bien, écoutez, dès 2022, le dispositif Vigirisque va pouvoir être testé en phase pilote, en opérationnel et monter en puissance dans les prochains mois. Merci Romain. Et là encore, c'est toujours assez impressionnant de voir ça. En fait, la sensation que cela nous donne à tous, c'est pour la première fois de semer une graine, de planter un arbre. C'est quelque part un petit prédict qui est en train de naître au Maroc, au sein du ministère de l'Intérieur. Vous avez vu, c'est la salle, c'est la vigie, c'est le sémaphore ici qui a inspiré la conception de la salle qui est au sein du ministère de l'Intérieur marocain. Et le mode de fonctionnement que l'on a entre nous, entre le central, les équipes de prédict, la vigie et puis les mairies, là-bas, ça va se faire entre les équipes de Vigirisque en national et puis les centres que vous avez vus dans les provinces avec des plans d'action qui ressemblent à vos plans communaux de sauvegarde, mais adaptés. Les outils que l'on utilise vont être différents. Et ça fait quelque chose. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a une dynamique, le projet démarre beaucoup, il y a un grand enthousiasme sur place, et cet enthousiasme qui fait que Romain et Aurélie, il y a quelques jours, ils étaient encore au Maroc, ils étaient en mission à Guilmine, dans le sud, dans le désert, quand le Maroc a fermé ses frontières d'abord avec la France, puis avec le reste. Et j'étais au téléphone tous les jours avec les équipes en disant mais je vous ai trouvé un avion depuis Marrakech. Ah mais non, mais il faut qu'on finisse la mission là à Guilmine, mais il faut qu'on finisse la mission dans le house, et ils ne voulaient pas partir. Les Marocains nous disaient mais c'est pas grave, mais là que ça rouvre dans 2 semaines, ils vont continuer la mission sur leur arbre, etc. Je dis mais je suis pas sûr que ça rouvre dans 2 semaines. Donc on les a un peu exfiltrés après qu'ils aient fini toutes les missions. Ils sont rentrés au pays. Donc tout va bien pour eux, mais c'est marrant cette relation qu'il y a. On commence à créer des relations qui sont très très fortes, et cet enthousiasme est très plaisant, et on voit se développer des autres initiatives telles qu'on les a pu imaginer un peu partout dans le monde. Alors maintenant, il nous reste deux sujets à présenter. C'est les deux dernières fusées de ce bouquet final. Alors, le premier, je vais redemander à Julienne de prendre la parole
Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que quand vous passez chez nous, vous êtes, vous dites, ah ouais, c'est bien, super. Ouais, là, on voit en 3D. Et si on arrivait à injecter la 3D dans le Wikipredict? Vas-y, Julien. Rebonjour à tous. En lien avec l'atelier sur le Wikipredict de tout à l'heure, sachez que demain, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous aurez la possibilité de pouvoir basculer d'un affichage 2D classique à un affichage 3D sur votre cartographie directement dans le Wikipredict. Ça vous permettra d'avoir une vision en relief et d'avoir des éléments d'analyse supplémentaires, notamment en configuration expert de votre Wikipredict. Imaginez, vous aurez la possibilité de voir, donc du coup sur la totalité d'un bassin versant, les secteurs de ce bassin versant qui ont été le plus alimentés, de voir les secteurs qui sont en forte pente et qui ont été fortement contraints par les pluies, et donc pouvoir anticiper des phénomènes notamment à réaction rapide. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour pouvoir profiter de cette évolution qui utilise le moteur cartographique Cesium et qui vous permettra du coup d'enrichir et d'améliorer votre analyse en temps réel des événements. Alors voilà, 3D sur Wiki. Je pense qu'on va le mettre dans le Wiki Expert. On va peut-être, on va voir, mais je pense que Julien me fait signe encore, allez, pour la galette aussi, pour les étrennes. Donc début d'année, je pense que vous allez pouvoir tester le Wiki 3D. Et ensuite, pareil, on se donne rendez-vous en juin pour savoir si ça fonctionne bien, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait évoluer tout ça. Tout ça est à venir. Et puis, toutes les choses ont une fin, mais ce n'est pas encore tout à fait fini, n'ayez pas peur, ne partez pas. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Je demandais à Karine de nous rejoindre. Elle fait partie, comme Lucille, Delphine, Rico, Seb, de tous ceux qui ont œuvré pour que ce Predict Innov se passe pour le mieux. Je les remercie déjà, même si je vais le refaire encore tout à l'heure. Mais ce que je voulais faire avec Karine, c'est 15 ans, on avait fait un site internet, puis on en a fait un autre, commencer à dater. Voilà, je pense qu'on avait à cœur de présenter tous nos savoir-faire, de les réactualiser, de faire connaître un peu mieux l'équipe. Et pour cela, donc, on a conçu avec l'équipe de Poissons Solubles, avec Lucille, avec Delphine, avec Florence, qui sont beaucoup plongées, un nouveau site qu'on a le plaisir de vous faire 3, 2, découvrir. 1. Ah, trop tard, il est parti. On l'a lancé en ligne. Voilà. Donc je te laisse la place et puis je laisse la place au site. Je te laisse te lever et te présenter. On vous invitera à le parcourir pour retrouver ce que vous connaissez déjà, mais aussi vous réapproprier un petit peu mieux les solutions que nous avons conçues pour vous. Donc, bien sûr, vous y retrouverez l'équipe, nos valeurs, ainsi que notre raison d'être, des valeurs que nous partageons depuis de nombreuses années. L'équipe que vous connaissez, qui s'est étoffée d'année en année. Vous y retrouverez bien sûr tous nos domaines d'expertise que nous avons cherché à développer autant que possible, mais ce n'est pas la dernière version, je pense, de ce nouveau site. Les solutions que nous vous dédions, tant en termes de services d'aide à la décision, d'appui en ingénierie, que de transfert de technologie ou de méthodologie à l'international, comme Alix a pu y revenir. Tout ce qui est innovation et activité de R&D que nous menons avec vous, et ce depuis de nombreuses années, et qui vont se poursuivre, on l'espère, et suite notamment à des journées telles que celles que nous menons aujourd'hui, dans l'espoir de voir naître de nouvelles idées. Et puis, alors, petite nouveauté, mais on va vous laisser quand même bien naviguer sur cet espace. On vous livre, à partir du moment où vous vous connectez à cet espace, la situation à l'échelle du globe, et ce, en 3D. Donc, voilà un petit aperçu. Notre équipe, encore une fois, Poissons Solubles, a brillamment mis au point. Donc là, vous avez l'état des territoires en temps réel. Je vous laisse Alix peut-être poursuivre. Oui, merci Karine, merci Lucille, Delphine, Florence, Poissons Solubles, tous ceux qui ont contribué à ce site. C'est certains
certains nous en avaient fait la remarque. Notre site, il commençait un peu à dater, il n'était pas complètement adaptatif. On avait mis toute notre énergie plutôt sur les outils opérationnels qui vous sont utiles au quotidien, mais c'est important aussi d'avoir un site institutionnel qui fonctionne, et on a essayé de le concevoir, de le faire avec des nouvelles chartes graphiques, avec des nouveaux éléments. Effectivement, toutes nos équipes internationales qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, suivent ce qui se passe sur la planète et transmettent ces fameux éléments de communication, ces stratégies de communication, pas de risque, soyez vigilants. Ce week-end, il y avait du rouge là qui a traversé les États-Unis parce on suivait les tornades. On a tous les éléments, ça tourne en ce moment. Mais il y a des cyclones sur les Philippines, il y a des cyclones autour de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, il y a des volcans sur les Canaries. Et voilà, cet espace, il est vivant, il fonctionne en permanence, et chaque fois que vous allez vous y promener et que vous allez voir des endroits, du rouge, du vert, c'est parce que il y a des équipes qui suivent ça, et c'est ça. Donc voilà, voilà, 16h53, on s'est fixé pour objectif de finir à 17h. Alors, bien sûr, je rappelle l'URL du site, c'est www.predictservice.com. Et donc, dès la fin de ce Predict Innov, vous pourrez aller vous amuser, vous promener dans ce site et y voir notre charte des valeurs, y voir notre raison d'être. Voilà, on est, comme vous le savez, une entreprise qui est citoyenne, et les équipes qui sont là, qui sont autour de moi, c'est vraiment leur objectif de continuer à contribuer, de continuer à innover. On va continuer à le faire. Je le répète maintenant, avant de remercier tout le monde. Maintenant, il nous reste 6 mois. On va, pendant ces 6 mois, continuer à utiliser les retours que vous nous avez fait en live cet après-midi, et je suis extrêmement heureux du bon fonctionnement que l'on a eu malgré le contexte. Et on va utiliser ces retours, mais on va continuer à venir vous visiter, à demander votre avis, à chercher des testeurs, à vous mettre entre les mains tout ce qu'on vous a montré cet après-midi. Et on se donne rendez-vous en juin. Et il ne faut pas que je lise les retours, là, parce que sinon je vais faire comme l'année dernière et ça ne va plus le faire. Donc, merci à tous. On est là pour vous. On se voit en juin avec du beau temps et en vrai. On va boire, on va manger, on va échanger, on va se voir, et puis on va vivre. La vie est belle, et prenez soin de vous, et à très vite.